I'm 75 now, and I can't remember anybody except the Queen being there. Dans le monde de la monarchie britannique, les secrets sont monnaie courante et le silence, pouvoir. Mais de temps à autre, un événement vient briser les traditions et bouleverser le cours des choses. Ce fut l'un de ces moments lorsque le prince William découvrit la dernière lettre de sa mère, la princesse Diana, un message resté scellé pendant des décennies. Cette découverte déclencha une série d'événements qu'aucune aide royale ne put maîtriser. Ces mots étaient impersonnels, crus et empreints de vérité que beaucoup avaient lutté pour enfouir. Lorsque William choisit de les partager avec le monde, ce fut l'événement qui ébranla la monarchie et plaça la reine Camilla face à une issue qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'exil. La lettre exhumée. Tout commença dans le calme d'un matin d'hiver au palais de Kensington. William triait de vieux effets personnels avec un archiviste de confiance, une tâche pour laquelle il n'avait que rarement le temps, mais qu'il s'était promis de terminer avant la fin de l'année. La plupart des boîtes étaient remplies de photographies, de notes manuscrites de visites d'État et de souvenirs de son enfance. Puis, glissé dans un vieux carnet à couverture de cuir ayant appartenu à sa mère, il la trouva. Une enveloppe où son nom était écrit de la main si caractéristique de Diana. L'encre avait légèrement pâli, mais la courbe régulière des lettres lui était toujours aussi familière que le sourire dont il se souvenait. Il en eut le souffle coupé. Longtemps! Il la garda ainsi entre ses mains, en caressant les contours du pouce. L'archiviste, sentant le changement dans son expression, recule discrètement, le laissant seul dans la pénombre du bureau. William retourna l'enveloppe. Le show était intact. Auda, en petites lettres régulières. On pouvait lire « Pour William, quand le moment sera venu ». Son cœur s'emballa. Les souvenirs de la chaleur de sa mère l'envahirent. La façon dont elle se penchait pour lui parler à sa hauteur. Son rire qui pouvait percer même les cérémonies les plus solennelles du palais. Sa capacité à toujours comprendre ce qu'il ressentait avant même qu'il n'ait prononcé un mot. Mais à la nostalgie se mêlait une douleur lancinante. Pourquoi cette lettre avait-elle été cachée? Qui avait décidé du moment opportun? Il glissa un doigt sous le sceau et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple feuille de papier à lettres, le blason royal à peine visible en haut. L'écriture était la sienne, élégante et légèrement inclinée. La première phrase lui serra le cœur. « Mon cher William, si tout lis que si, alors j'avais raison. La vérité ne pouvait te rester cachée éternellement. » Il s'arrêta net, fixant les mots, hésitant à poursuivre sa lecture. Dehors, la neige commençait à tomber sur les jardins, les flocons s'accrochant aux branches dénudées. Le temps semblait suspendu, le palais retenant son souffle avec lui. Il inspira profondément et reprit sa lecture, ses yeux se déplaçant rapidement, dévorant chaque mot. À chaque phrase, il devenait évident qu'il ne s'agissait pas simplement d'une lettre d'amour d'une mère à son fils. C'était un avertissement, une confession, et au fond, tout tournait autour de Camilla. Arrivé à la fin, les mains de William tremblaient. La dernière phrase était brève, mais d'une intensité telle qu'elle le cloua sur place. Quand tu te tiens debout, souviens-toi de ceci. Tous ceux qui sourient à tes côtés ne te veulent pas forcément du bien. Il replia la lettre dans son enveloppe et resta assis en silence. Au fond de lui, il savait que sa vie et celle de la famille royale venaient de basculer. Lecture privée de William. Cette nuit-là, bien après que les couloirs du palais se soient tus, William était assis seul dans son bureau. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant de longues ombres sur la pièce. Sur le bureau devant lui reposait la lettre, son enveloppe imprégnée encore d'une légère odeur de vieux papier et de temps. Il l'avait lue une fois plus tôt dans la journée, mais à présent, dans le silence. Il se sentait poussé à la relire, lentement cette fois, laissant chaque mot s'imprégner en lui. Il se versa un verre d'eau et s'assit dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. La lettre lui paraissait plus lourde qu'elle ne l'aurait été, comme si le poids de la voix de sa mère s'était inscrit dans les fibres mêmes du papier. Il le déplia soigneusement, l'aplatit sur le bureau et commença à lire. Mon cher William reprendait le texte, et il imagina sa voix, chaleureuse et rassurante, celle qu'elle utilisait pour lui parler quand le monde extérieur leur paraissait trop bruyant. Si tu lis ceci, alors mon intuition était juste. La vie au palais est parfois une scène où les acteurs ne dévoilent pas toujours leur scénario. Je veux que tu connaisses le mien. Elle y évoquait ses craintes, non pour elle-même, mais pour ses fils. Elle parlait de loyauté, de confiance et des manières insidieuses dont elle pouvait être érodée par le pouvoir et l'ambition. Puis vint le passage qui le fit reculer, le cœur battant la chamade. Elle parla de Camilla. J'ai essayé de garder mon cœur ouvert à ceux qui m'entourent, mais certains portent en eux une ombre, écrivait-elle.
Il se peut qu'un jour on te demande de l'accepter comme membre de la famille. Si tu le fais, sois prudente. Son charme n'est qu'un masque, et dessous se cache une volonté de faire. Je l'ai senti peser sur moi, et je crains que tu ne la ressentes aussi. 16 mots le frappèrent avec la force d'une vérité qu'il connaissait depuis toujours, mais qu'il avait toujours refusé d'affronter. William avait œuvré pendant des années pour maintenir la courtoisie, aplanir les différences, préserver la paix pour le bien de la monarchie et de sa famille. Mais là, à l'encre noire sur du papier crème, se trouvait le point de vue sans phare de sa mère, un point de vue qui jetait une longue ombre sur celle qui portait désormais le titre de reine. Il relut les dernières lignes. La gorge serait. Le moment venu, vous devrez décider non seulement de ce qui est le mieux pour la couronne, mais aussi de ce qui est le mieux pour votre cœur. Et souvenez-vous, l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est l'insistance silencieuse à protéger ce qui ne peut se protéger lui-même. William déposa la lettre et se laissa aller dans son fauteuil. Dehors, la neige avait cessé, laissant le jardin immobile et blanc. Il sentait le poids du choix peser sur lui. Sa mère avait écrit ces mots il y a des décennies, mais il le trouvait maintenant, à un moment où leur signification était impossible à ignorer. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas les garder pour lui. Plus maintenant, le contenu de la lettre. Le lendemain matin, William se réveilla plus tôt que d'habitude. Le sommeil l'avait fui, son esprit repassant en boucle chaque phrase de l'écriture de sa mère avec une clarté parfaite. La lettre était toujours sur le bureau où il l'avait laissée, mais à présent, elle semblait l'attirer irrésistiblement, exigeant qu'il la relise. Cette fois, il décida de prendre des notes. Non pas pour analyser ces mots comme un document, mais parce qu'il sentait qu'il fallait les préserver d'une manière qu'aucun incendie, aucune inondation, aucune décision politique ne puisse effacer. Il prit son stylo et souligna le premier paragraphe où elle évoquait la vie de palais comme une scène. Il comprenait parfaitement ce qu'elle voulait dire. Des années d'engagement, de galas de charité et de visites d'État lui avaient appris que les sourires pouvaient être répétés et les gestes chaleureux calculés. Mais la façon dont elle le présentait avait quelque chose de glaçant, comme si elle avait perçu le danger de cette mise en scène bien avant tout le monde. Plus loin, elle décrivait la solitude qu'elle ressentait souvent, même entourée de monde. William marqua une pause. Il se souvenait de la façon dont elle se retirait parfois dans le jardin du palais de Kensington, la tête baissée, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Des millions de personnes l'avaient aimée, et pourtant, elle avait été l'une des personnes les plus seules qu'il ait connues. Vint ensuite le passage concernant Camilla. Les mots étaient mesurés, non-cruels, mais ils portaient une gravité que William ressentait profondément. Elle parlait d'un charme toujours intéressé, d'une influence capable de faire plier les résolutions les plus inébranlables. J'espère me tromper, avait-elle écrit, mais je crains qu'elle ne parvienne un jour à influencer ceux qui déterminent votre avenir. Et si ce jour arrive, n'oublie pas d'écouter ton cœur avec encore plus d'attention. Ce n'était pas seulement un avertissement concernant Camilla en tant que personne. C'était un avertissement sur le pouvoir et sa capacité à transformer des décisions personnelles en affaires d'État. Sa mère avait compris que la monarchie était autant une question de perception que de devoir, et elle craignait qu'une mauvaise influence ne vienne rompre cet équilibre et laisser des séquelles indélébiles. Vers la fin de la lettre, son ton changea. Il devint plus doux, presque tendre. Évoquant son rôle de frère, elle l'exhorta à protéger Harry, à veiller à ce qu'aucun d'eux ne soit englouti par l'institution. La couronne repose peut-être sur une seule tête, mais son poids est partagé par ceux qui t'aiment, écrivit-elle. Ces mots réveillèrent quelque chose en lui, un rappel qu'au-delà des titres et des traditions, la famille était la seule chose qui comptait. Le dernier paragraphe le laissa longtemps les yeux fixés sur la page. Elle écrivit. Si jamais tu as l'impression que la vérité est étouffée, souviens-toi que la lumière finira toujours par percer. Et si tu dois être celui ou celle qui ouvre les volets, fais-le avec courage, car le monde ne te remerciera que bien après ta disparition. William déposa la lettre et se pencha en avant, les coudes appuyés sur le bureau. Ce n'était pas qu'un simple message d'une mère à son fils. C'était un manifeste, un appel à l'action, un miroir reflétant chaque instant de doute qu'il avait tenté d'ignorer au fil des ans. Il savait désormais que la lire en privé ne suffisait plus. Ces mots devaient être entendus, non pas à voix basse, non pas par des fuites, mais de sa propre voix, avec la conviction qu'elle lui avait confiée. Cela impliquerait de transgresser des règles tacites. Cela impliquerait de risquer l'unité même qu'il s'était efforcé de préserver. Mais la lettre avait mis une chose au clair. La vérité valait le prix à payer. Une confrontation au palais. La décision d'affronter son père n'avait pas été prise à la légère.
William avait passé la journée avec la lettre dans la poche intérieure de sa veste, soigneusement pliée pour éviter qu'elle ne se froisse davantage. Chaque fois qu'il sentait sa silhouette contre sa poitrine, il se souvenait du poids qu'elle portait, non seulement comme un souvenir de sa mère, mais aussi comme une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il choisit Clarence House pour cet entretien, sachant que cela lui permettrait de s'exprimer loin de l'agitation de Buckingham Palace. Il arriva sans escorte, descendant de voiture vêtue d'un pardessus sombre, la mâchoire serrée. Quelques aides le saluèrent d'une révérence polie, mais la franchise inhabituelle de sa demande de voir le roi fit que la nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs silencieux. Quelques minutes plus tard, il fut conduit dans le bureau privé de Charles. Le roi était assis à son bureau, examinant une pile de documents officiels. Il leva les yeux, surpris mais non mécontent, et aperçut son fils aîné. « William ?» le salua-t-il chaleureusement, mais son expression changea lorsqu'il remarqua le sérieux sur le visage de son fils. « Que fais-tu ici sans prévenir? » William referma la porte derrière lui et s'avança. « J'ai besoin de vous parler en privé. » Charles congédia les aides d'un geste de la main. La porte se referma, laissant père et fils dans la pénombre de la pièce. William fouilla dans sa poche et déposa l'enveloppe sur le bureau. Le regard du roi se posa sur l'écriture. Un instant, sa main reste suspendue au-dessous. Ses traits se crispant. « Où avez-vous trouvé cela? » demanda Charles à voix basse. « C'était dans un des journaux de maman, » répondit William. « C'était pour moi. Et je l'ai lu. » Le silence s'éternisa. Charles finit par rompre le silence, d'une voix posée. « Et qui avait-il décrit? » William soutint le regard de son père. Cela en disait long sur sa vie ici, sur ce qu'elle avait vu, sur ce qu'elle avait craint. Il marqua une pause, son ton se faisant plus incisif, et parla de Camilla. L'expression de Charles s'assombrit légèrement, mais il garda son calme. « Ta mère avait des sentiments très forts. Tu sais aussi bien que moi que le passé est compliqué. »« Ce n'est pas du passé dont je parle, » rétorqua William. « C'est le présent. C'est l'influence dont elle m'avait mis en garde. » Est-elle là? Maintenant, la pièce se refroidit. Ou peut-être était-ce simplement le silence qui régnait entre eux. Charles se laissa aller dans son fauteuil, expirant lentement. William, la couronne ne se renforce pas en ravivant de vieilles blessures. Quoi qu'ait écrit ta mère, c'était à une autre époque, dans d'autres circonstances. William secoua la tête. Elle ne l'a certainement pas écrit pour un moment comme celui-ci. Elle savait que cela compterait quand les enjeux seraient les plus importants. Et je ne l'enterrerai pas. À cet instant, la porte s'ouvrit sans frapper. Camilla entra, un dossier à la main, s'attendant visiblement à une discussion de routine. Elle s'arrêta net en apercevant la lettre sur le bureau. Son regard glissa de l'enveloppe au visage de William, puis à celui de Charles. « Que se passe-t-il? » demanda-t-elle. Aucun des deux hommes ne répondit immédiatement, mais l'atmosphère avait changé, et tous trois pressentaient la suite des événements. La lettre n'était plus seulement le fardeau de Williams. La fuite à la presse. Le lendemain matin, le palais n'offrait plus le calme et la maîtrise de la veille. Quelque chose avait changé. William avait quitté Clarence House avec la lettre en sa possession, mais la tension de cette rencontre persistait comme un écho dans chaque couloir. Les domestiques parlaient à voix basse. Les conseillers principaux évitaient de son regard, et les conversations semblaient s'interrompre à son passage. C'était comme si les murs eux-mêmes pressentaient qu'un danger fragile avait été remué. La fuite avait commencé discrètement, presque imperceptiblement. Un simple message est apparu sur un forum discret fréquenté par les observateurs de la famille royale. L'utilisateur affirmait avoir surpris une conversation entre deux collaborateurs de rang intermédiaire au sujet d'une lettre privée de Diana mentionnant Camilla par son nom. On aurait pu balayer cette rumeur d'un revers de main si ce n'était le détail qui a suivi. William l'a découverte. Cela a semé la zizanie à Clarence House. En quelques heures, le message a été capturé d'écran et partagé sur les réseaux sociaux. Un blogueur spécialisé dans les potins royaux s'en est emparé, tissant ses maigres informations dans un article spéculatif intitulé « Une lettre d'outre-tombe ?» Les murmures des derniers mots de Diana ébranlent le palais. Au départ, la presse traditionnelle a hésité à publier l'information, craignant d'alimenter une nouvelle rumeur non vérifiée concernant Diana. Mais à midi, deux sources distinctes ont confirmé aux journalistes qu'une communication personnelle de Diana avait bel et bien été découverte. Le service de presse du palais, pris au dépourvu, s'est empressé de rédiger un communiqué. Son premier réflexe a été de minimiser l'affaire, mais le problème était que la fuite avait déjà pris une ampleur inattendue. Les hashtags lettres de Diana et ce qu'elle a dit sont rapidement devenus viraux. La curiosité du public s'est enflammée. Plus le palais gardait le silence, plus les spéculations allaient de bon train. William était furieux, non pas parce que l'existence de la lettre était désormais publique,
il avait lui-même envisagé de la rendre publique, mais parce que cette demi-vérité, sortie de son contexte, alimentait une véritable tempête médiatique. On spéculait sur son contenu, on inventait des phrases qu'elle n'avait jamais écrites et on traînait le nom de sa mère dans un tourbillon de titres sensationnalistes. Camilla, quant à elle, était furieuse. Elle convoqua ses principaux collaborateurs en urgence, la voix sèche, exigeant de savoir comment l'information avait fuité. « C'est une intrusion dans la vie privée de ma famille », lança-t-elle d'un ton glacial, mais sous sa colère contenue se cachait une pointe d'inquiétude. Elle savait que si ne serait-ce qu'une partie de la lettre était divulguée, l'histoire pourrait se retourner contre elle avec une rapidité et une force qu'aucune campagne de relations publiques, aussi bien orchestrée soit-elle, ne pourrait contrer. En fin de journée, la BBC et le Guardian confirmaient avoir reçu des extraits indirects, des fragments provenant de sources affirmant avoir vu la lettre. Aucun ne pouvait vérifier le texte intégral, mais une phrase revenait sans cesse. « Ce n'est pas parce que quelqu'un vous sourit qu'il vous veut du bien. » Pour des millions de lecteurs, le message était clair, et à la tombée de la nuit, l'affaire était devenue impossible à étouffer. Ce qui avait commencé comme un moment intime entre un fils et sa défunte mère venait de basculer dans l'espace public, et la pression exercée sur William pour qu'il s'exprime publiquement augmentait d'heure en heure, jusqu'à atteindre un point de rupture. Les jours suivants furent vécus comme un siège. À chacune de ses apparitions publiques, des micros étaient tendus vers lui. La même question, formulée différemment, lui étant posée. La lettre est-elle authentique? Mentionne-t-elle la reine Camilla? Allez-vous la rendre publique? Il ne répondait à aucune de ces questions, se contentant d'un hochement de tête poli ou d'un bref sourire empreint de retenue. Mais le silence ne fit qu'attiser les tensions. À l'intérieur du palais de Kensington, l'atmosphère était tout aussi tendue. Ses conseillers l'exhortaient à laisser passer l'orage, l'avertissant que toute prise de parole aggraverait irrémédiablement la situation. Catherine, imperturbable, lui assura qu'elle le soutiendrait quel que soit son choix, mais elle lui rappela aussi une phrase écrite par sa mère. « La lumière du soleil finira toujours par percer. » Ces mots résonnaient dans son esprit depuis qu'il les avait lus. Le déclic se produisit lors d'une conversation téléphonique tard dans la nuit avec l'un de ses plus proches amis, une personne extérieure au cercle royal qui avait connu Diana personnellement. William lut un extrait de la lettre à voix haute au téléphone, et lorsqu'il eut terminé, un silence suivit. Finalement, son ami dit « Si elle te faisait confiance pour trouver les mots justes au moment opportun, alors c'est peut-être le moment. » Cette conversation le marqua. Le lendemain matin, sa décision était prise. Il lirait la lettre publiquement, non pas en réponse à la question d'un journaliste dans la rue, ni par le biais d'une déclaration officielle soigneusement rédigée, mais de sa propre voix, au lieu et à l'heure de son choix. Il ne s'agirait pas d'une fuite, il ne serait pas censuré, ce serait la vérité telle qu'elle l'avait écrite. L'occasion se présentait presque trop idéale. Un gala de charité était prévu la semaine suivante, au profit d'initiatives de soutien à la santé mentale des jeunes, une cause que sa mère avait défendue bien avant qu'elle ne devienne à la mode dans les cercles royaux. William devait prononcer le discours d'ouverture. L'événement devait déjà être télévisé. Il comprit que c'était l'occasion idéale. L'équipe de communication du palais réagit immédiatement lorsqu'il les informa de son projet. Ils l'avertirent que la lecture de la lettre serait perçue comme une attaque directe contre la reine et, par extension, contre la stabilité de la monarchie. William écouta sans discuter, mais sa décision demeura inébranlable. Il ne s'agissait pas de déstabiliser la monarchie, mais d'honorer sa mère et de répondre aux questions du public en toute transparence. Dans les jours précédant le gala, William gardait la lettre précieusement. Il s'entraînait à la lire à voix haute dans son bureau, le soir, non pour la mémoriser, mais pour entendre comment elle sonnait. À chaque fois, il ressentait la même émotion, un mélange de chagrin, de fierté et de détermination. Le matin même, sa décision était devenue une certitude. Il savait qu'il y aurait des conséquences. Il savait que ce moment pourrait bien changer à jamais sa relation avec son père et peut-être aussi avec Camilla. Mais, tandis qu'il ajustait sa cravate devant le miroir ce soir-là, il crut presque entendre la voix de sa mère. « Fais-le avec courage. » Et il s'avança dans la nuit, la lettre glissée dans la poche intérieure de sa veste, prêt à changer le cours de la monarchie par la force de quelques mots soigneusement choisis. La lecture publique. La salle de bal baignait dans une douce lumière dorée, de celle qui confère à toute chose une allure raffinée et intemporelle. Des lustres de cristal pendaient au plafond, leurs facettes projetant de tendres éclats sur les tables nappées de lin blanc. L'air vibrait du murmure des invités de marque, dignitaires, philanthropes et personnalités publiques réunis pour une cause chère à la famille royale.
Des caméras étaient alignées au fond de la salle, prêtes à retransmettre les discours de la soirée aux téléspectateurs de tout le pays. William entra discrètement, accompagné de Catherine. Elle portait une robe vert émeraude profond et sa main reposait légèrement sur son bras, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule. Rien dans son expression ne laissait présager que la soirée serait autre chose qu'une simple formalité. Seule Catherine, qui l'avait vu lire la lettre à la faible lueur d'une lampe, connaissait le poids qu'il portait dans la poche intérieure de sa veste. Au fil de la soirée, les discours se succédèrent et les prix furent remis. L'atmosphère était détendue, festive, mais lorsque l'animateur annonça enfin William, les applaudissements qui suivirent laissèrent transparaître une certaine appréhension. Il s'avança vers le podium, ajusta légèrement le micro et balaya la salle du regard. Son regard était fixe, mais sa main crispée sur le pupitre trahissait une pointe de tension. Il commença par les formules d'usage, remerciant les organisateurs, louant de la cause et saluant les invités. Sa voix était calme, voire chaleureuse, mais lorsqu'il marqua une pause et fouilla dans sa veste, l'atmosphère changea. Il en sortit une simple feuille de papier crème pliée, et même ceux qui étaient loin de la scène remarquèrent le discret blason royal en relief en haut. « Je voudrais partager quelque chose de personnel, » dit-il d'une voix plus grave. « Un texte écrit il y a de nombreuses années par ma mère, la princesse Diana. Elle me l'a adressé, mais je crois que son message s'adresse à plusieurs personnes. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Les fourchettes restèrent suspendues dans l'air. Les conversations s'interrompirent brusquement. Même les cadreurs se penchèrent légèrement. William déplia la lettre, la lissant sur le podium comme pour calmer sa respiration. Il lut lentement la première phrase, sa voix portant le poids de celle qui l'avait écrite. « Mon cher William, si tout lit ce que si, alors mon intuition était juste. La vérité ne pouvait te rester cachée éternellement. » Les mots semblèrent se déposer dans l'air. « Lords m'éclairent. » Il poursuivait chaque phrase en brossant le portrait d'une mère qui avait aimé avec passion, craint profondément et vu les courants tourbillonnant autour de ses fils. Lorsqu'il évoqua la vie de palais comme une scène, quelques invités s'agitèrent sur leurs sièges, à l'évocation de ceux dont les sourires dissimulaient d'autres intentions. Une tension palpable s'installa, mais William lut sans s'interrompre, d'un ton imperturbable, sans adoucir ses propos. Arrivé aux dernières lignes, « Si jamais vous avez l'impression que la vérité est enfouie, souvenez-vous que la lumière du soleil finira toujours par percer. Faites-le avec courage. » Un silence de mort régnait dans la salle. Il plia lentement la lettre et la déposa sur le podium. En instant, pas d'applaudissements, pas un mouvement, juste le souffle régulier de William. Puis, au milieu de la foule, une paire de mains se mit à applaudir, rejointe par une autre, puis une autre encore, jusqu'à ce que les applaudissements emplissent la salle de bal. Ce n'étaient pas les applaudissements polis et mesurés d'un événement royal. Les applaudissements étaient déchaînés, montant en intensité et en durée, comme si l'assistance comprenait qu'elle venait d'assister à quelque chose de bien au-delà du protocole. Au premier rang, le regard de Catherine brillait. Quelques visages étaient crispés, mal à l'aise, et bien que Camilla fût absente, tous savaient que, où qu'elle soit, les paroles de William lui parviendraient dans l'heure qui suivrait. Les applaudissements continuaient, mais William savait que le silence qui s'ensuivrait au palais, dans la presse et à huis clos serait bien plus assourdissant. Les conséquences. Le lendemain matin, le discours de gala était sur toutes les lèvres. L'extrait où William lisait la lettre de Diana avait été rediffusé en boucle sur toutes les grandes chaînes d'information, disséqué par les commentateurs et partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Les journaux le publiaient en une, chacun l'interprétant à sa manière. Le Times parlait d'un hommage fils et d'une prise de conscience royale. Le Guardian le décrivait comme le discours qui redéfinissait le silence royal. Le Daily Mail, quant à lui, était plus direct. William lit l'avertissement de Diana. La reine sera-t-elle la prochaine? La réaction du public fut immédiate et intense. Partout dans le pays, on disait avoir l'impression d'entendre à nouveau la voix de Diana. Ceux qui avaient vécu son époque ressentirent une douleur renouvelée face à sa disparition. Et les jeunes générations, dont beaucoup ne la connaissaient, qu'à travers de vieilles photos et des documentaires, diraient comprendre enfin pourquoi son nom résonnait encore autant. Ce qui frappa le plus les gens, ce n'était pas seulement le contenu des écrits de Diana, mais le fait que William ait osé les prononcer à voix haute. Dans une monarchie où la discrétion est de mise, son choix de lire la lettre était tout simplement révolutionnaire. Des pétitions ont commencé à circuler en ligne quelques heures plus tard, exigeant la transparence du palais et remettant en question la place de la reine Camilla dans la hiérarchie royale. Des hashtags comme hashtag ASOU, T, EANAWELLE
AM et hashtag MOTSD et D. EANA se sont répandus sur les réseaux sociaux, souvent accompagnés d'extraits d'interviews de Diana et de ses actions caritatives. À Londres, devant le palais de Kensington, les grilles se sont à nouveau couvertes de fleurs, comme les jours qui ont suivi sa mort. Des mots glissés parmi les bouquets portaient des messages tels que « Nous vous avons entendu, William, et la vérité sur Diana ne sera pas étouffée ». À l'intérieur du palais, l'atmosphère était explosive. Les principaux conseillers s'activaient pour évaluer l'ampleur des dégâts. L'équipe de communication a envisagé de publier un communiqué officiel, mais le risque d'alimenter davantage l'affaire était trop grand. Camilla, cependant, ne partageait pas cette prudence. Ses proches ont confié qu'elle se sentait prise au dépourvu et humiliée, d'autant plus que le discours n'avait été discuté ni avec elle ni avec son équipe au préalable. À Huisclos, sa frustration était palpable. Il a franchi une limite. Aurait-elle confié à un proche? Et il s'attend à ce que je me range du mauvais côté. Le roi se trouvait dans une situation inextricable. En prenant publiquement sa défense, Camilla risquait de s'aliéner non seulement le peuple, mais aussi son propre fils. Garder le silence. C'était risqué de paraître complice de ce que l'avertissement de Diana laissait entendre. Ses conseillers l'ont exhorté à appeler William et à insister sur une déclaration commune pour clarifier le sens de la lettre. William a refusé. La lettre parle d'elle-même, leur a-t-il dit. Je ne dénaturerai pas ses propos. Dans les jours qui ont suivi, la pression n'a fait que s'accroître. Une historienne royale respectée est intervenue en direct à la télévision et a déclaré que ce moment pourrait être considéré comme un tournant dans l'histoire de la monarchie. Il ne s'agit pas d'un bâtiment, d'un titre, ni même d'une personne, a-t-elle affirmé. Il s'agit de savoir si l'institution est capable d'affronter ses propres vérités. Camilla commença à annuler ses apparitions publiques, invoquant le désir d'éviter toute distraction inutile par rapport à ses obligations royales. Mais son absence ne fit qu'alimenter les spéculations. Malgré tout, des foules se rassemblèrent aux événements où elle devait apparaître, certaines brandissant des pancartes avec la photo de Diana, d'autres tenant en l'air le texte imprimé de la lettre. L'institution était assiégée, non pas par un scandale au sens habituel du terme, mais par la force morale de la voix d'une mère, portée par son fils. Dans les foyers britanniques, la question commençait à circuler avec une certitude grandissante. Combien de temps Camilla pourrait-elle rester à son poste alors que le peuple se retournait si clairement contre elle? Le départ de Camilla survint un mardi matin gris, l'un de ces jours londoniens où le ciel semble lourd et pesant, comme une épée de Damoclès au-dessus de la ville. Rares étaient ceux au palais, qui s'attendaient à un dénouement soudain, mais la pression publique était devenue implacable. Depuis des semaines, Camilla était restée largement à l'écart de la vie publique. Ses fonctions furent discrètement réattribuées ou reportées. Les tabloïds épiaient le moindre de ses faits et gestes, spéculant sur sa santé, son mariage et, surtout, sa position au sein de la famille royale. Le coup de grâce fut porté par la publication d'un sondage révélant un changement sans précédent dans l'opinion publique. Pour la première fois depuis son mariage avec le roi, plus de la moitié des personnes interrogées estimaient qu'elle devait se retirer complètement de ses fonctions royales. Les gros titres ne cherchèrent pas à atténuer le choc. La Grande-Bretagne s'exprime. Camilla doit partir. La décision fut discutée à voix basse dans tout le palais, mais le message était clair. Il ne s'agissait plus d'une simple tempête passagère, mais d'une tempête persistante. À Huisclos, une série de réunions privées se déroulèrent pendant 2 jours. Le roi rencontra d'abord ses principaux conseillers, puis William et enfin Camilla elle-même. Les personnes présentes décrivirent la conversation comme mesurée, mais définitive. Charles évoqua la nécessité de protéger la monarchie de la division et l'importance de l'unité aux yeux du public. Camilla écouta, le visage impassible. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était assurée. « Vous me demandez de me retirer », dit-elle. Non pas comme une question, mais comme un constat. Charles hésita, puis acquiesça. « Je vous demande de faire ce qui est le mieux pour l'institution. » Camilla s'éleva lentement, les mains jointes devant elle. « L'institution ?» répéta-t-elle, comme pour savourer le mot. Aucune explosion de colère, aucune trace visible. Seulement une froide acceptation de la décision prise sans son consentement. Elle quitta la pièce sans un mot de plus, le bruit de ses talons se perdant dans l'épaisse moquette des couloirs. L'annonce officielle parut plus tard dans la journée. Rédigée dans un langage soigneusement choisi, elle indiquait que la reine Camilla se retirait indéfiniment de ses fonctions publiques pour se consacrer à ses affaires personnelles et soutenir Sa Majesté en privé. Elle ne faisait aucune mention de la lettre, du discours de William, ni de la vive réaction du public.
mais chacun connaissait la vérité. À mesure que la nouvelle se répandait, la réaction de l'opinion publique fut immédiate. Devant Buckingham Palace, de petits groupes se sont rassemblés, beaucoup tenant des photos encadrées de Diana. Certains pleuraient ouvertement, d'autres restaient silencieux, comme absorbés par l'émotion. Les réseaux sociaux s'enflammaient de messages de soutien à William, d'éloges pour son courage et de témoignages sur l'influence durable de Diana. Ce soir-là, dans l'intimité de son bureau, William sortit la lettre de son enveloppe une dernière fois. Il la lut lentement, comme la nuit où il l'avait trouvée. Puis, une fois la lecture terminée, il la rangea dans un étui protecteur. Elle resterait là, non pas cachée, mais préservée. Un rappel de la femme qu'il avait façonnée et du choix qu'il avait fait d'honorer sa voix par-dessus tout. Pour William, ce n'était pas une victoire. C'était la fin d'un chapitre et le début d'un autre. La monarchie avait été transformée, peut-être à jamais, par les mots d'une mère à son fils. Et bien que les couloirs du palais fussent désormais plus silencieux, l'écho de ces mots résonnait encore, remodélant la couronne d'une manière que nul ne pouvait encore mesurer. Au final, ce ne fut ni un décret solennel ni une stratégie habile qui transforma la monarchie. Ce fut une lettre écrite par une mère à son fils, lue à haute voix par un homme qui, enfin, choisit le courage plutôt que la prudence. William ne chercha pas les applaudissements. Il ne chercha pas à remporter une bataille. Il refusa simplement de laisser la vérité s'éteindre. Les mots de Diana, traversant les années et la douleur, trouvèrent leur écho. Et lorsqu'ils résonnèrent, la couronne dut écouter, partagée entre le devoir et l'amour. William choisit les deux, et le pays le suivit. Alors que le tumulte s'apaise et que les gros titres s'estompent, une vérité demeure, l'héritage n'est ni marbre ni or. C'est la promesse que l'amour protégera ce qui ne peut se défendre. Dans cette promesse, la voix d'une mère guide encore un futur roi, et une famille réapprend à respirer.